Ok, bonjour. Cette fois, on va s'intéresser à des types bacs qui traitent du chapitre de la gravitation. Je ferai deux vidéos. Une première sur gravitation et lois de Newton, et une deuxième plutôt sur les lois de Kepler. Et le premier sujet, c'était un sujet autour de la masse de la Terre. Donc c'est un des types bacs. Et du coup, on va répondre aux quatre questions qui s'affichent sur votre tableau et qui sont extrêmement classiques. C'est pour ça que je les ai choisis. Alors on a la Terre, qui se trouve à l'endroit où il y a le point O. Et voilà, on considère que toute la masse de la Terre est concentrée au point O. Et autour de la Terre, on a de manière circulaire un satellite qui tourne et qui est le point A. Voilà. Et vous voyez sur le schéma que le repère de Freinet a été dessiné, c'est-à-dire c'est un repère qui bouge en même temps que le point A, de manière à ce que le petit vecteur UT reste toujours tangent au cercle et le vecteur UN à tout moment pointe vers haut, le centre de la trajectoire. Et alors les quatre questions qui vont nous intéresser, c'est dessiner la force qu'exerce la Terre sur le satellite, donner l'expression de cette force, puis, en utilisant la deuxième loi de Newton, montrer que le mouvement est uniforme et trouver la valeur ou l'expression de la valeur de la vitesse, et ensuite redémontrer la troisième loi de Kepler. Donc c'est parti. Donc la force qu'exerce la Terre sur le satellite, FTA, en fait il faut savoir que la force part toujours de celui qui subit la force. Parce qu'on considère que le système choisi dans cet exercice, c'est le satellite. Donc je prends mon petit stylo, et comme le système étudié, c'est le satellite, ça veut dire que la force que subit le satellite doit partir du satellite. Et donc je vais la représenter en rouge. C'est donc une force qui part de A. Alors, je l'ai un peu décalé par rapport au schéma, et qui va vers le centre de la Terre. Donc c'est une flèche qui va de A vers O. Voilà. Et ça, c'est la force qu'exerce donc la Terre sur le satellite A. Voilà donc la première question. Alors évidemment, si vous aviez, vous, un schéma à faire sur votre copie, il faudrait tracer le cercle au compas. Donc venez avec un compas lors du DS, et il faudrait que vous installiez vous-même le repère de Freinet, UN, UT, qui sont les vecteurs unitaires. Deuxième question, donc là c'est une question extrêmement classique. Du coup, je vais l'écrire en rouge, comme j'ai décidé de noter la force en rouge, la force qu'exerce la Terre sur le satellite. Donc c'est une expression vectorielle. Le mot vectoriel est important parce que ça veut dire que F est collinéaire à UN. Donc j'installe de l'autre côté du égal UN. Il y a un plus parce que vous voyez que la force, le vecteur rouge, est dans le même sens que UN. Donc ils sont collinaires mais en plus de même sens. Donc l'expression qu'il y a devant UN est positive. Et ensuite, c'est que du recopiage, enfin de choses que vous savez. Intervient la constante de gravitation universelle G majuscule fois la masse de la Terre fois la masse du satellite, et on divise par la distance qui sépare le centre de la Terre du centre du satellite. Ici elle est notée R, cette distance, donc on met R au carré au dénominateur. Et là la question 2 est terminée. Donc expression, c'est uniquement donner la formule, mais le mot important c'est vectoriel. Ça veut donc dire qu'il faut un vecteur à gauche et un vecteur à droite de l'égalité, de manière à signifier la collinarité entre les deux vecteurs. Alors, du coup pour la question 3 qui est la plus technique, alors moi je vais vous conseiller la chose suivante, c'est par définition, commencer par ça, le vecteur accélération est égal à une composante qu'on note AT portée par le vecteur UT. Donc ça c'est ce qu'on appelle accélération tangentielle. Et à ça s'ajoute une composante que je vais écrire en bleu, une accélération qu'on appelle l'accélération normale et qui est portée par le vecteur UN. AN
C'est ce qu'on appelle l'accélération normale. Alors on peut rappeler les formules. AN est égal à V carré sur R. Et pour AT, c'est la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps. Voilà. Alors, d'après la deuxième loi de Newton. Et du coup, la relation que je vais du coup encadrer ici en noir, je vais l'appeler la relation 1. Je vous conseille de faire pareil au DS. Ok, donc ensuite, d'après la deuxième loi de Newton, donc là, évidemment, moi, j'ai pas le temps de vraiment... j'ai pas la place ni le temps. Enfin, si, j'ai le temps, mais j'ai pas la place et pas l'envie de l'énoncer. Mais il faudrait dire que le référentiel géocentrique étant galiléen, on peut appliquer la deuxième loi de Newton. Et elle raconte quoi, la deuxième loi de Newton? Elle dit que la résultante des forces extérieures s'appliquant sur le satellite est égale au produit de sa masse par l'accélération de son centre d'inertie. Donc une fois qu'on a énoncé ça, ce que moi j'aurais tendance à écrire dans une copie au bac, ensuite vous pouvez en donner la traduction mathématique. Donc somme des forces extérieures. Donc ici ça se résume à la force qu'exerce la Terre sur le satellite. Ben, c'est égal à la masse du satellite, qui est donc notée petit m, fois l'accélération du centre d'inertie. Voilà. Or, d'après la question 2, donc, j'enchaîne. D'après Q2, il vient. Ben, il vient quoi? Ben, on recopie l'expression vectorielle de la question 2. Donc, on avait GMT petit m sur R carré UN est égal à MA. Et on voit qu'ici, on peut simplifier les M. Du coup, si on écrit les choses un peu joliment et dans l'ordre, le vecteur A, comme vous ne voyez pas ici à gauche de composantes selon UT, ça sous-entend donc, et ça je vais l'écrire du coup en rose, que c'est 0 qui est porté par UT. En fait, si vous ne voyez pas le vecteur UT dans l'expression à gauche, ça veut dire qu'en fait il est multiplié par 0. Donc moi je vais le faire apparaître, vous allez comprendre pourquoi. Plus, et là du coup je recopie en bleu ce qui a trait à UN. Donc G, MT sur R carré UN. Voilà. Et là on a une deuxième expression qu'on va appeler l'expression 2. Et du coup vous voyez bien, si je prends un curseur, que en fait vous avez par définition une expression vectorielle de l'accélération dans le repère de Freinet. Ça c'est l'expression 1. Et vous avez une expression vectorielle qui découle de la deuxième loi de Newton. Et en fait, on va pouvoir identifier les termes. Donc, parce que si je prends le rose, ça veut dire que la partie qui se trouve devant UT, dans les deux expressions, ça doit être égal. Et la partie qui se trouve devant UN, dans les deux expressions, ça doit être égal. Donc, en identifiant 1 et 2, il vient. Ben, il vient quoi? Ben, il y a deux choses. C'est que l'accélération tangentielle qui est égale à dv sur dt est donc égale à 0. D'où le fait que v, la valeur de la vitesse, est constante. Donc le mouvement est uniforme. Voilà. Et la deuxième identification que je vais écrire en bleu, c'est donc du coup que AN, qui par définition est égal à V carré sur R, est donc égal à GMT sur R carré. Et de là, il vient, comme on peut simplifier un R, ben je barre le carré d'un côté et je barre le R de l'autre. Et pour isoler V, il suffit de prendre la racine. Ben il vient que V, c'est égal à GMT sur R. Et on met la racine au-dessus de tout ça. Et entre parenthèses, on peut dire CQFD.
ce qu'il fallait démontrer. C'est ce qu'il nous demandait de faire dans la question 3. Ok, donc j'espère que c'est ok pour vous. Là, vous pouvez prendre peut-être une photo de l'écran si vous voulez avoir une trace. Ça, il faut absolument savoir le faire. Vous l'aurez au DS. Sachant que maintenant, on va partir de ce résultat, de l'expression de la vitesse. Alors, on pourrait éventuellement faire une application numérique si on avait des valeurs numériques. Auquel cas, il faudrait faire très attention de mettre les distances en mètres et les masses en kilogrammes. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc nous, on va partir maintenant de cette expression pour démontrer la troisième loi de Kepler. Donc j'efface le tableau. Je réécris juste le résultat qu'on vient de montrer. On vient de montrer que le mouvement est uniforme. Mouvement uniforme. Ça veut dire que la valeur de la vitesse est constante. Et du coup, la valeur de la vitesse vaut GMT sur R, avec la racine. Voilà. Alors du coup, V étant constant, ben on peut écrire que V est égal à distance parcourue divisé par la durée du parcours. C'est-à-dire, on applique un V égale D sur T de troisième. Et ça, on a le droit uniquement parce qu'on a montré que le mouvement était uniforme. C'est-à-dire que la valeur de la vitesse ne changeait pas. En appliquant cette relation sur un tour complet du satellite, c'est-à-dire de A, ben il vient que V est égal à 2πr, et là on peut éventuellement l'entourer et dire c'est périmètre du cercle. De centre O et de rayon R, divisé par T, qui est du coup la période de révolution. Là, je vous fais une rédaction un petit peu jolie. Ce serait bien que vous fassiez pareil au DS. Ok, du coup, d'après la question Q3, ça veut dire que ça veut dire qu'à gauche, du coup, on peut remplacer V par racine de GMT sur R. Et à droite, on laisse 2πr sur T. Et là, du coup, vous allez voir qu'on va mettre au carré de chaque côté. Donc, à gauche, la racine, elle part. Et à droite, chacun des termes est mis au carré. Le 2 au carré vaut 4, pi au carré, c'est pi carré. Le r au carré, c'est r carré. Et le t au carré, c'est t carré. Et là, du coup, on va faire qu'un truc, c'est que je peux échanger les deux termes que j'entoure en diagonale. Hein. Donc, je peux écrire que t carré sur r est égal à 4 pi carré r carré sur GMT. Et ensuite, il suffit de faire monter le R en haut. Non, c'est plutôt, c'est le R carré qu'on va faire descendre en bas. Du coup, en fait, on va avoir T carré sur... Donc, si le R carré descend et multiplie R, ça fera un R au cube. Et à droite, il reste 4 pi carré sur GMT. Et voilà, on vient de redémontrer la troisième loi de Kepler. Pourquoi ? Parce que 4 c'est une constante, pi carré c'est une constante, g c'est une constante, la masse de la Terre est une constante. Ça veut donc dire que t carré sur r au cube est égal à une constante. Et c'est ça que dit la troisième loi de Kepler. Voilà. Sachant que du coup, on pourrait retourner la formule pour isoler la masse de la Terre et la calculer si on connaît les autres valeurs. C'est souvent de cette manière qu'on exploite ensuite la formule. C'est on isole ici mt pour faire le calcul. Donc vous avez vu cette démonstration-là, en fait, vous partez du résultat de la question 3 et vous appliquez la relation de collège V égale D sur T à un tour complet, sachant qu'on a le droit de l'appliquer parce que la vitesse est constante, le mouvement est uniforme. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, que vous saurez refaire ce genre de choses. Vous allez l'avoir au DS, donc sachez le refaire. Voilà, à bientôt pour la deuxième vidéo du chapitre qui traite
plus spécifiquement des lois de Kepler.